Bonjour à toutes et à tous et quel plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer pour la première fois dans ce podcast des Dessous de la littérature. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite déjà la bienvenue et si au contraire vous êtes familier de cet univers consacré aux anecdotes de la littérature classique mondiale, eh bien bon retour. Quel plaisir aussi de vous retrouver cette semaine sur le ballet du Faust du compositeur Gounod. Alors non, c'est promis, je n'ai pas décidé de me reconvertir en animatrice de radio classique, c'est simplement que comme vous pourrez le constater à l'écoute de cet épisode consacré à la maison natale de Colette, eh bien cette partition occupe une place toute particulière. Et c'est donc en hommage à cette dernière que je vous ai placé cet extrait. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à découvrir l'épisode de la semaine dernière, somptueuse introduction par Frédéric Maget, le directeur de la maison de Colette, que je vais retrouver d'ailleurs aujourd'hui, de la place occupée dans l'œuvre de cette autrice, de Colette, de ce qui a été appelé sa maison livre. Et évidemment, pour ne pas louper le prochain épisode qui lui sera consacré, troisième et dernier épisode de la série, n'oubliez pas de vous abonner. Juste avant de retrouver la maison de Colette et comme vous allez l'entendre, non seulement ces différentes pièces, mais aussi l'importance centrale occupée par la mère de Colette qui sera au centre de l'épisode, la fameuse Sido, dans cet intérieur et dans la vie de notre autrice, j'avais envie de céder la parole, finalement à nul autre que Gabrielle Sidonie Colette, dans une archive sonore où elle aborde si joliment la place occupée par sa maison natale. De toutes les maisons que vous avez habitées, vers laquelle retournent le plus volontiers vos souvenirs? Oh, ma maison natale, naturellement. C'est une maison de village, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle est vieille, elle rassemble autour d'elle une petite cité de 13 ou 1500 habitants, un jardin négligé. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils. Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire et le certificat d'études. Mais vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non. Certainement pas, Madame Colette. Bienvenue chez Colette. Merci. Nous sommes ici dans le couloir, on va passer par le vestibule. Tous les décors que vous allez découvrir à partir de maintenant ont été très fidèlement reconstitués à partir des traces qui ont été retrouvées sur place. C'est une équipe de stratigraphes qui est restée dans cette maison pendant près d'un an à gratter les murs, les huisseries, les boiseries pour essayer de retrouver en fait des traces des décors du passé décrits par Colette dans ses textes. Et c'est ensuite l'équipe des peintres qui est intervenue pour reconstituer avec les mêmes techniques qu'au XIXe siècle l'ensemble de ces décors, comme ces faux parements de pierre avec des effets marbrés, entre le sol qui est en pierre de Bourgogne avec des cabochons et non pas des tomettes, comme on l'aurait à l'époque, on voit des plinthes en bois, peintes en faux marbre. Et donc il faut vous imaginer que ces faux marbres ont été découverts partout dans la maison. Ils étaient masqués, cachés sous des couches de peinture, parce qu'évidemment c'était passé de mode et on a pu les retrouver, les remettre au jour, les restaurer lorsque c'était nécessaire. Et ce qui frappe évidemment quand on arrive, c'est l'aspect bourgeois de ce décor. Parce que même si Colette plus tard parlera dans ses textes d'une enfance finalement assez simple ou assez modeste, parfois elle se compare presque à une paysanne, en fait elle n'appartient pas du tout au monde de la paysannerie. Ni le capitaine Colette ni Sido n'appartiennent à ce monde-là, ce sont des bourgeois. Par leurs valeurs, par leurs aspirations. D'ailleurs, chez Colette, il n'y a pas de paysans. Quand elle décrit la campagne environnante, les bois de puisaye que vous avez aperçus en arrivant ici,
il n'y a jamais de paysans. L'idéal de la nature chez Colette, c'est une nature retournée à l'état sauvage, primitif, sans présence humaine, où on peut expérimenter cette communion avec tout ce qui veut vivre, avec l'aube, avec ce moment précieux pour Colette. De ce point de vue-là, elle se distingue beaucoup d'une autrice à laquelle on la compare souvent, George Sand, qui elle se montrera très sensible au folklore berrichon, à la dimension sociale même de la paysannerie, dimension absente de l'œuvre de Colette, parce qu'on a souvent de l'œuvre de Colette une vision un peu déformée. En réalité, c'est une œuvre assez pessimiste. Chez Colette, les seuls êtres à échapper à ce pessimisme, ce sont les animaux, justement. Ce sont les animaux parce que eux ont gardé ce contact authentique avec la nature que les hommes et la civilisation, la culture ont perverti, en tout cas aux yeux de Colette. Et ça, évidemment, c'est lié à un imaginaire qui est légué par sa mère, la culture de sa mère, mais aussi parce qu'elle perçoit de ses propres relations avec cette petite société qu'est le village de Saint-Sauveur, parce qu'elle le sent, c'est quand elle est au contact avec la nature, que ce soit dans les jardins ou dans les bois, qu'elle retrouve une forme de paix. Elle le dit d'ailleurs à propos de sa mère, lorsque sa mère rentrait dans ses jardins, qui était un peu son chef-d'œuvre, elle disait « Toute présence végétale agissait sur ma mère comme un antidote, parce que la nature guérit de tout, et notamment de la méchanceté des hommes. » Alors depuis ce vestibule, on accède à la cuisine, cette cuisine que Sido va faire construire en arrivant ici. Et évidemment, dès qu'on rentre dans cette toute petite cuisine, puisque les collègues ne reçoivent pas, on est attiré par cette fenêtre qui ouvre sur le deuxième jardin. Donc ce jardin du haut, on ira tout à l'heure. Mais vous voyez que nous sommes ici légèrement en contrebas par rapport au niveau du jardin, ce qui nous donne l'impression d'avoir un accès presque direct à ces rosiers qu'on a juste en face de nous. Ce sont tous des rosiers anciens, ce sont les mêmes rosiers que ceux décrits par Colette dans ses textes, c'est-à-dire des rosiers qui datent des années 1820-1830, très odoriférants. Le jardin, pour Colette, c'est un univers de sensations. Regarde, lui disait sa mère Sido, et regarder, pour Sido, c'était pas simplement voir. C'était entendre, c'était toucher, c'était goûter, c'était sentir. Colette parle de l'odorat comme le plus fin de tous ses sens. Elle précisait même 5 sens, mais c'est trop peu. Et dans ses textes, lorsqu'elle évoque son enfance, c'est évidemment perçu à travers tous ses sens. On dit d'ailleurs que c'est la marque du style de Colette, c'est cette capacité à restituer dans l'écriture, dans une langue française qui est une langue assez intellectuelle dans le fond, eh bien tout cet univers de sensations de toute nature, et de faire, quand vous lisez les textes, quand Colette décrit une rose, vous respirez la rose. Quand elle vous décrit un aliment, puisqu'on est ici dans la cuisine, vous avez l'impression de goûter cet aliment en même temps qu'elle. C'est cette capacité à faire revivre les sensations. Pour le reste, on a ici une table du Morvan, 3 chaises gothiques d'époque restauration, dit Colette, un buffet à linge surmonté d'un vaisselier, une pierre à évier remplie de grès anciens, ventru et insolemment sexué, dit-elle, un fourneau de faïence bleue. Alors ce fourneau de faïence bleue, c'est pas celui de Colette, c'est un fourneau électrique, tel que vous le voyez ici, et ce n'est pas ce que c'était à l'époque, c'est-à-dire plutôt un potager. Mais il faut que vous sachiez que cette pièce a une particularité chez nous, en tout cas depuis l'ouverture au public, c'est qu'elle est fonctionnelle en fait. Vous y avez l'électricité ou de l'eau courante. Pourquoi ? Parce qu'on y accueille des ateliers culinaires pour les enfants. Et c'est une façon pour nous d'initier les plus jeunes à l'œuvre de Colette en réalisant des recettes qui sont inspirées des textes de Colette. Et juste en face de nous, par la deuxième fenêtre, vous voyez cette colonne en brique, cette petite pile en brique avec ce petit chapeau en pierre. C'est la pompe, lieu cardinal bien sûr dans l'entretien d'un jardin à l'époque. Et assez joliment, Colette dira dans Sido que si elle ne devait garder qu'un seul portrait, une seule image photographique de sa mère, ce serait peut-être sa mère en robe de satinette bleue à côté de la pompe, un arrosoir à la main. Parce que c'est comme ça qu'elle l'a vu pendant 18 ans. Sido qui consacrait une grande partie de sa vie à l'entretien de ses jardins, qui était vraiment son chef-d'œuvre. On ira tout à l'heure dans le jardin du haut. Qui les a initiés à l'entomologie et à la botanique également, ces différents enfants. Oui, mais Colette distingue dans ses textes l'enseignement qui venait des livres, qui était plutôt le domaine de son père, qui était capable de donner le nom latin d'une plante, par exemple, de l'enseignement de sa mère, qui était un enseignement qui ne passait pas justement par l'intellect, mais qui passait par l'expérience et l'expérience des sens. Donc Sido préfère décrire une plante ou un végétal ou inciter ses enfants à les décrire à partir de ce qu'ils voient, à partir de ce qu'ils ressentent, une sorte de
d'expérience phénoménologique, on dirait avec un terme de philosophie. Sido est vraiment une femme qui amène chacun à faire l'expérience du réel. Et ça, c'est aussi une des grandes leçons de l'art poétique de Colette. Colette n'a jamais décrit, n'a jamais parlé que de ce qu'elle avait expérimenté elle-même, de ce qu'elle avait sous les yeux. Ce qui lui a permis d'ailleurs de voir des choses que les autres ne voyaient pas dans ces textes. Si on pense ces textes sur la Première Guerre mondiale, où Colette décrit le sort des femmes restées à l'arrière, plutôt que de s'intéresser aux grandes batailles, aux grands faits militaires qu'on ne perçoit qu'à travers ce qu'on en dit en fait. Alors ici on est dans la salle à manger, la table est mise pour les 6 membres de la famille, rappelons-le, le capitaine, Sido, Juliette, Achille, Léopold, Gabriel. Mais en fait, il faut vous dire qu'on est rarement réunis, parce que conformément aux usages de la bourgeoisie, Sido a placé ses enfants en pension à Auxerre. Il fallait 8 heures à cheval pour gagner Auxerre à l'époque. Donc vous imaginez bien que les enfants ne rentraient pas tous les soirs, ni d'ailleurs tous les week-ends. La seule qui va rester ici, c'est la petite dernière, parce que, il faut le dire, depuis que Colette est née, Sido a avec sa fille une relation tout à fait particulière. Minet chérie, joyau tout en or, chef-d'œuvre, merveille, elle n'a pas de mots assez élogieux. Et elle va veiller le plus longtemps possible à garder sa fille tout à côté d'elle. Vous verrez tout à l'heure la proximité entre la chambre de Sido et la chambre de Colette enfant. La seconde chose qui frappe, c'est le luxe de cette table. On n'a pas de faïence, on n'a pas de verre ici. Porcelaine fine, modèle 1820, fabriquée à Paris à motif fleuri, argenterie massive, nappe damassée, les initiales sur les serviettes JC pour le capitaine Jules Colette, service en cristal aux chiffres du capitaine Colette. Le service est d'origine, il nous a été offert par un collectionneur qu'il avait racheté au dernier mari de Colette, Maurice Goudquet. 30 à 40% des meubles et objets qu'on voit ici ont pu être retrouvés grâce à des proches, des collectionneurs, des membres de la famille. Le reste a été reconstitué à partir des textes de Colette. Au mur, on a dans cette pièce et dans toutes celles qu'on va traverser à partir de maintenant des papiers peints. C'est assez rare dans cette région parce que la Puisée est une région assez froide. Colette raconte que dans son enfance, elle allait à l'école entre 2 murs de neige. Mais Sido n'a aucune idée de tout cela en arrivant ici. Donc plutôt que de privilégier le tissu tendu avec du chanvre, comme on fait beaucoup ici, elle va choisir des papiers peints parfois assez luxueux. Vous voyez d'ailleurs ici ces petits reflets dorés. Vous les verrez plus massivement quand on sera dans le salon tout à l'heure. Et notre chance, c'est d'avoir retrouvé dans chacune des pièces des fragments des papiers peints d'origine qui se trouvaient derrière en fait les autres revêtements. Et à partir de ces fragments, on a pu commander une des dernières sociétés européennes à encore fabriquer le papier peint à la planche, donc avec les mêmes techniques que l'époque, la refabrication du papier peint. Et c'est une entreprise française, l'atelier Dauphard à Tours, qui a reconstitué ces papiers peints, plus exactement refabriqués. Donc il faut vous imaginer que on a regravé des planches en bois, puis on a réimprimé couleur après couleur avec des pigments naturels fixés avec des cols de peau de lapin, les laits de papier peint, donc qui retrouvent le même état de fraîcheur. Dans les verres de fenêtre que vous voyez de légères ondulations, des déformations quand on bouge. Ce sont des verres soufflés manuellement et pas fabriqués mécaniquement comme on le fait aujourd'hui. Beaucoup de ces verres avaient disparu au fur et à mesure du temps et c'est la dernière verrerie française à les fabriquer de façon traditionnelle, les verreries Saint-Just, qui ont accepté de les offrir à la maison de Colette pour retrouver tous ces effets de couleur et de lumière que Colette décrit dans ses textes. Tous les rideaux que vous voyez, les tissus ont été fournis par des tisseurs lyonnais à partir de cartons tirés de leurs archives en fonction des textes de Colette. Et tous ont été cousus à la main, sans recours à la machine, parmi la maison Decourt qui existe depuis 1830. Les placards que vous voyez sont pleins de vaisselle, de verre, etc. Donc, en fait, vous rentrez vraiment chez les Colette comme s'ils venaient de s'absenter. On pourrait se mettre à table et on pourrait vivre dans cette maison. En réalité, elle a été vraiment pensée comme ça, c'est-à-dire ce n'est pas un musée, c'est vraiment une maison d'écrivain. Vous rentrez chez Colette, chez les Colette, comme s'ils venaient de s'absenter ou comme s'ils vous avaient lancé une invitation. On va passer dans le salon. Avec plaisir. Alors c'est une pièce très agréable, c'est là où la famille passe beaucoup de temps. Le charme de cette pièce, c'est la double ouverture sur les jardins, puisque si vous regardez vers le nord, vous voyez ce fameux jardin d'en face où nous étions tout à l'heure, et au sud, par la porte-fenêtre, on aperçoit le second jardin, donc le jardin du haut.
les rideaux de damas rouge, le papier peint un motif chinois. Au centre de la pièce, dit Colette, un guéridon Second Empire et son tapis râpé, surmonté d'une suspension en opaline verte. Les 2 fauteuils en reps vert de mon père, le fauteuil syrien du capitaine. On aperçoit le piano Hocher, qui a pu être retrouvé grâce à une institutrice de Saint-Sauveur, Marguerite Boivin, qu'on avait surnommée parmi les amis de Colette Miss Marple, parce qu'elle s'était mise en tête de retrouver le mobilier de la fameuse vente de 1890. C'est grâce à elle que beaucoup des meubles et objets ont pu être retrouvés. Beaucoup de livres ici, à l'époque, Colette nous dit que la plupart des sièges que vous voyez, on ne pouvait pas s'asseoir dessus parce qu'ils étaient envahis par les revues du capitaine. Les Colette, c'est vraiment des gens qui vivent dans l'amour de la culture, qui se tiennent au courant de la vie intellectuelle parisienne. Les livres, les revues arrivent ici, de même que les partitions. Donc, faut vous imaginer les enfants de Sido qui se mettent derrière le piano pour déchiffrer une partition de Gounod, par exemple, là, telle qu'elle est posée, du Faust de Gounod, qui est arrivé ici. Il y a un texte de Colette sur cette partition. Colette elle-même était une excellente musicienne, donc on lit, on joue de la musique, on chante, et tout ça, évidemment, à l'abri, dans cette maison, loin du village qui est hostile. Il y a un objet que j'aime beaucoup dans cette pièce, qui est très modeste, c'est ce chapeau que vous voyez posé là. Bon, on pourrait se demander ce qu'il vient faire là, ce chapeau de paille. En fait, c'est un des chapeaux de Sido. Il a été retrouvé chez les descendants de la fille aînée, Juliette. Il a été restauré, il est là pour rappeler aux visiteurs l'importance du personnage de la mère, qui est une personnalité tout à fait extraordinaire. Sido est tutélaire aussi, qui protège les enfants de cette hostilité, et qui plus tard va régner sur une grande partie de l'œuvre de sa fille, le personnage principal de toute ma vie, dira Colette, et de toute son œuvre. Et justement, on va aller vers la chambre de Sido, là où Colette est née. D'accord. C'est là que Colette est née, le 28 janvier 1873, un accouchement difficile, dira Colette, 3 jours et 2 nuits. Mais il faisait très très froid en hiver en 73. Mais Sido écrira très joliment à sa fille bien des années plus tard, et ça va vous donner un petit aperçu de ce lien très particulier entre Sido et Colette. Tu sais, Minet chérie, je n'ai jamais regretté ma peine, car on dit que les enfants portés comme toi si haut et lents à descendre vers la lumière sont toujours des enfants très chéris, car ils ont voulu se loger tout près du cœur de leur mère et ne le quitter qu'à regret. 2 lits largement espacés, ça c'est Colette qui le précise dans ses textes, parce que Sido avait aussi des idées très arrêtées en matière matrimoniale. Elle considérait que le mariage était une institution dépassée, que le mariage est une chose bête, ma chérie. Vive l'union libre, tu verras que le XXe siècle me donnera raison, j'ai 3 siècles d'avance sur mon temps. Vous voyez ce côté très frondeur de Sido. Étrangeté aussi de Sido qui lit Saint-Simon de façon frénétique, persuadé que c'est le plus grand auteur de l'histoire de la littérature, et qui entretient avec le vivant une relation assez mystérieuse qui sans doute a fasciné Colette, parce qu'il y a ici un respect de tout ce qui veut vivre. On n'attente pas à la vie d'une plante, à la vie d'un animal dans cette maison. On le sait d'ailleurs, Sido, comme beaucoup d'enfants, seront tentés par le végétarisme. Et Colette raconte que sa mère, Sido, qui souffrait d'insomnie toutes les nuits à 3 heures du matin, se réveillait, et donc elle gardait à côté d'elle, sur une tisanière, un bol, une tasse de chocolat fumant pour pouvoir se rendormir. Mais elle raconte aussi qu'elle n'était pas la seule à en profiter, car à 3 heures du matin, une autre occupante de cette pièce s'éveillait. L'araignée qui vivait au plafond. Colette décrit l'araignée qui descendait chaque nuit lentement du plafond, posait ses petites pattes au bord de la tasse de chocolat fumant, plongeait tête première, buvait à satiété, et remontait par à-coups le ventre gorgé de chocolat crémeux jusqu'à son gréement de soir. Ce qui vaut à Sido cette remarque probablement ironique du capitaine: ma chère, l'araignée, c'est vous qui l'avez au plafond. Mais voyez cette relation très mystérieuse à tout ce qui veut vivre, c'est l'expression de Colette. Il faut vous imaginer que cette maison était remplie, non, on ne pouvait pas le faire bien sûr, mais remplie d'animaux. Il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de chats. On le sait, Colette nourrissait des chauves-souris, elle avait apprivoisé des écureuils, même une chenille qui dévorait une plante du jardin, Licier. Sido préférait voir la plante disparaître que d'attenter à la vie de cette pauvre chenille. Et vous le savez, Colette sera d'ailleurs une des premières personnalités publiques à prendre la parole
dans la presse, dans le Figaro, pour dénoncer les violences faites contre les animaux, l'utilisation des animaux dans les expérimentations animales, les zoos, les cirques, se montrant en ce domaine comme en d'autres, à la fois la digne héritière de sa mère, mais en même temps une personnalité très, très moderne. Et puis si on se tourne, on voit quelques marches. Ces marches qui séparent la chambre de Sido de la chambre de sa fille. Parce que Sido tient à ce que sa fille reste à côté d'elle, tout à côté d'elle. Et ces marches, c'est un petit peu le symbole du cordon ombilical que Sido a refusé de couper. Et je voudrais m'arrêter parce qu'on vient d'entendre cette petite sonnerie. Et elle est très émouvante à chaque fois pour nous parce que cette pendule en palissandre incrustée que vous voyez ici, c'est la pendule d'origine. Elle a pu être retrouvée grâce à Marguerite Boivin, là encore. Et donc cette sonnerie, il faut vous dire que Colette l'a entendue pendant 11 ans. Elle qui vivait en haut de ces quelques marches, et c'est probablement à ce son qu'elle se réveillait chaque matin. Donc il y a toujours un côté un petit peu émouvant. Et on peut voir le portrait un des portraits de Colette, enfant, à droite de la cheminée. Elle a 5 ans et demi sur cette photo. C'était la photo préférée de Sido. Elle aimait à rappeler que lorsque le photographe d'Auxerre, M. Dagron, avait installé la petite sur le fauteuil, que vous voyez là, le petit fauteuil crapaud, et était sorti chercher son épouse, chérie, viens voir ce petit bijou. C'est vrai qu'elle était très jolie, cette petite fille. Elle avait les cheveux châtain clair et les yeux pairs, donc bleu-gris. Et en même temps, à chaque fois, je dis aux visiteurs de faire attention à ce regard qui a beaucoup fasciné les contemporains de Colette, parce qu'on y voit à la fois une grande intensité et une forme de tristesse, de mélancolie dans ce regard de cette petite fille, comme la prémonition peut-être du départ à venir. Je vous laisse gravir les marches. Oui. Je remarque qu'il n'y a pas de porte d'ailleurs entre la chambre de Sido et la chambre de la fille. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que quand on arrive dans cette petite tanière enfantine, la caverne, dit-elle parfois, vous observez qu'il n'y a pas de cheminée ici. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de cheminée parce que c'est en fait un ancien grenier que Sido a fait aménager pour le transformer, ce grenier, en chambre et garder sa fille à ses côtés. Donc quand on est en hiver, la seule façon de chauffer cette chambre, c'est d'ôter la porte entre la chambre de la mère et de la fille et de laisser la chaleur monter depuis la chambre de la mère où vous avez vu cette belle cheminée en marbre comme dans la plupart des pièces qu'on a traversées. C'est une chambre très froide. Colette parle d'ailleurs, vous le voyez au sol, du froid carreau rouge de sa chambre d'enfant. Particulièrement froid parce que sous nos pieds c'est le vide. On est juste au-dessus de cette grande porte en bois, vous avez peut-être aperçu en arrivant, ce passage charretier qui mène vers les communs. Il n'y a quasiment pas d'isolation en dessous. Donc quand il fait froid, il fait très très froid dans cette pièce. Ça explique aussi le relatif inconfort de cette chambre. Pas de confort dans ma chambre d'enfant, même modeste. Colette parle d'un petit lit bateau, d'un gros adodon rouge, elle dit parfois rose, une table de chevet, une chaufferette, une veilleuse, une coiffeuse. Et elle dit que le seul luxe de cette pièce, c'était une natte de roseaux tressés posée à même le sol. Dans mes apprentissages, je se souvenais encore de l'odeur de cette natte. Donc on est dans une région où il y a beaucoup d'étangs, donc beaucoup de joncs qu'on tressait grossièrement pour faire des tapis et des nattes. Verte odeur paludéenne, fièvre des étangs admise à nos foyers comme une douce bête à la laine sauvage. Je vous tiens encore embrassé entre ma couche et ma joue, et vous respirez en même temps que moi. Et elle écrit ces lignes en 1936, donc elle a 63 ans. On va quitter la petite tanière pour aller à l'étage. Attention, à la tête, Colette n'était pas bien grande. Oui, je crois que je faisais je parle de moi au passé, à peu près la même taille qu'elle. Et alors, on le voit pas sur la photo que vous m'avez montrée, mais si j'ai bien compris, Sido était extrêmement fier de la chevelure de sa fille, qui était très longue, contrairement aux portraits les plus célèbres que l'on garde facilement en mémoire de Colette, avec ses cheveux un peu à la mode des années 20. Quand Colette épouse Willy, le 15 mai 1893, elle mesure 1m60 pour 1m58 de cheveux, c'est elle-même qui précise la taille. Elle raconte dans certains textes qu'elle se prenait les pieds dans sa chevelure, qu'elle pouvait s'en faire un manteau en hiver. Et cette très longue chevelure faisait bien évidemment la fierté de Sido, mais vous imaginez sans mal le poids de cette chevelure. J'entends le poids matériel au sens d'entretien de ces longs cheveux, mais aussi le poids symbolique. Du coup, lorsque son premier mari, Willy, en 1902, lui suggère de couper sa longue chevelure, pour ressembler au personnage de Claudine et surtout à la comédienne polaire qui incarne le personnage sur scène,
Colette ne se fait pas prier, mais ça ne plaît pas du tout à Sido. Hein. Comment as-tu osé détruire mon chef-d'œuvre? Ces cheveux ne t'appartenaient pas. Hein. Sido a une emprise qui va quand même jusqu'à la maîtrise du corps et des cheveux de sa fille. Donc effectivement, nous on connaît Colette avec ses cheveux courts, hein, puisque elle sera une des premières femmes célèbres à porter ses cheveux courts coupés juste au niveau de la nuque, hein, bien avant la mode de la garçonne. Et voici pour la deuxième partie de cette visite assez fleuve, hein, je vous le concède, de la maison de Gabrielle Sidonie Colette, sa maison natale. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie qui là, eh bien, vous le découvrirez, sera davantage consacrée non seulement au cabinet de travail de son père, mais aussi à ce jardin, l'œuvre monumentale de Sido. À la semaine prochaine!